Mesdames, Messieurs, nous poursuivons 5 sur 7 matin en raccompagnant bien sûr Christelle qui revient demain toujours avec le même plaisir. On passe maintenant à une autre étape. Je l'annonçais, il s'est illustré comme étant le seul béninois parmi 20 lauréats, tous sélectionnés sur plus de 6 000 candidats pour avoir accès au programme de bourse pour les médias de l'Union africaine. Il en revient et nous le recevons sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Maurice Tantan, notre collègue qu'on ne présente plus, que vous connaissez très bien sur 5 sur 7 matin. Bonjour Maurice Tantan. Bonjour Jennifer Sativi, bonjour à tous et bonjour à toutes. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui, pas en tant que journaliste forcément, bien qu'en étant journaliste également, mais surtout lauréat de ce prix de l'Union africaine. Le Bénin est honoré, j'ai envie de dire. Merci pour ça. Merci à vous. Comme vous l'avez dit, on peut dire que le Bénin est honoré. Je dois préciser que ce n'est pas vraiment un prix, c'est un programme de formation et de mentorat auquel on aura droit pendant 12 mois. 12 et mois. Effectivement, 20 personnes sélectionnées sur l'ensemble du continent. Plus de 6 000 candidats. Il s'agit bien sûr de la bourse des médias de l'Union africaine. Dites-moi déjà, dites-nous, aux téléspectateurs, ce que c'est et de quoi cela retourne. Alors, la bourse des médias pour de l'Union africaine ou African Union Media Fellowship est un programme qui a été mis en place par l'Union africaine, donc l'institution d'intégration régionale, à travers sa direction de l'information et de la communication. Et ce programme qui existe depuis l'année 2022, donc depuis l'année dernière, est parti d'un constat qui est simple mais aussi alarmant. Je vais donner deux éléments. C'est-à-dire que quand vous regardez la façon dont les sujets africains sont traités dans l'ensemble du monde médiatique, on se rend compte que l'Afrique n'est pas suffisamment présente dans la façon dont les sujets africains sont traités. Donc, un exemple, c'est que vous avez beaucoup de médias, surtout internationaux, qui sont basés dans des capitales occidentales et qui traitent l'actualité ou les sujets africains depuis Washington, depuis Paris, depuis Londres. Et c'est des gens qui n'ont pas nécessairement le recul ou la mise en contexte nécessaire pour adresser ou pour informer sur le continent ou par rapport au continent. Et de notre côté, vous avez par exemple aujourd'hui le web en tant que média est un média très puissant, l'information circule, et vous vous rendez compte que le contenu africain ne représente qu'à peu près 4%. Malheureusement, seulement 4%. Sur l'ensemble du contenu qu'on peut retrouver sur le web. Donc vous avez une forte, absence du continent par rapport à l'information, par rapport au sujet. Il y a énormément de sujets sur le continent que nous, les Africains, nous n'arrivons pas à traiter nous-mêmes. Et puis, d'un autre côté, on manque de perspectives africaines sur des sujets globaux. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il y a des conflits entre la Russie et l'Ukraine, il y a des conflits entre Israël et Hamas et tout ça, voilà. Et vous avez rarement ou presque jamais de professionnels de médias africains qui vont sur ces terrains-là pour traiter, pour avoir une perspective africaine sur ces sujets globaux. Donc voilà des constats qui existent et qui a amené l'Union africaine, à travers sa direction de l'information et de la communication, à mettre en place ce programme qui vise essentiellement deux objectifs. C'est d'abord de capacité, donc de former les professionnels des médias qui ont été sélectionnés et de leur permettre en fait de travailler sur des sujets africain. Et évidemment, l'Union africaine a limité un champ en relation avec les instruments qu'il a mis en place, les outils qu'il utilise, les chartes, des conventions. Donc, ils ont spécifié un certain nombre de choses, l'accord de libre-échange, par exemple, la ZLECAf, l'intégration économique, les changements climatiques, la transparence et la gouvernance, la transformation digitale du continent. Donc, les boursiers qui ont été sélectionnés ont proposé des projets dans ces
différents aspects là qui participent. Justement, vous avez présenté également certainement un projet, on va y revenir, mais vous voyez à l'écran, on voit quand même, il y avait des images tout à l'heure, voilà. Par exemple, on a assez d'Africains, je suis curieuse quand même de savoir, c'est vrai, vous êtes béninois, vous avez représenté, je dirais, le drapeau du Bénin, vous êtes à l'écran, Maurice. Donc, dites-nous déjà d'où viennent les autres participants. Oui, les autres participants viennent de 20 autres pays d'Afrique. De mémoire, je sais, par exemple, et toutes les régions de l'Afrique sont représentées. De l'Afrique du Nord, par exemple, on a Meriem qui vient du Maroc, on a Rima qui vient de la Tunisie, on a Motassem qui vient de l'Égypte. Si je vais en Afrique de l'Est, Nawakini qui vient du Kenya, Ronald qui vient de l'Ouganda, Jacqueline qui vient du Burundi. En Afrique de l'Ouest, on est, je pense, 4. Il y a Prince qui vient de la Gambie, Joël qui vient du Togo, mais qui vit au Niger. Il y a moi-même qui vient du Bénin. Il y a Adesawa qui vient du Nigeria. En Afrique centrale aussi est représentée par Damaso qui vient de la Guinée équatoriale. Et puis en Afrique australe, vous avez Yann qui vient de l'Afrique du Sud, on a Nobantu qui vient de la Namibie, Nobantu vient plutôt de la Zambie, on a Keleso qui vient du Botswana et Tuyemo qui vient de la Namibie. Voilà, je me rappelle à peu près de tout le monde. Et puis, voilà, Nobantu, voilà, la Zambie, j'ai déjà dit. Donc, il y a un peu varié. On a David qui vient des îles Maurice. Par exemple, on a Mélissa qui vient de la Mozambique. Donc, c'est un public assez varié. Il y a des gens même de la diaspora. Par exemple, on a un ami qui s'appelle, des bénéficiaires qui s'appelle Mohamed, qui vit à Londres, mais qui est somalien d'origine. Et d'ailleurs, il fait un travail intéressant. Il a une plateforme qu'on appelle Somali Sideways. Voilà, donc, très intéressant, Maurice. Alors, dites-nous en quoi vont consister les 12 prochains mois pour tous ces boursiers que vous êtes. Oui, effectivement, donc le programme, ça va durer sur 12 mois et comme je l'ai dit, c'est d'abord de la formation, donc c'est plusieurs sessions de formation qu'on aura dans ces 12 mois où l'Union africaine nous permettra de suivre des formations en ligne, mais aussi des formations en présentiel sur les nouvelles formes de traitement du journalisme, le mobile journalisme par exemple, le fact-checking et sur un certain nombre d'autres aspects. On ira au contact parfois de ce qui se fait de mieux en matière de médias sur le continent africain, mais aussi de recevoir de la part de professionnels aguerris du monde entier pour nous donner des outils, des capacités. En plus, il faut dire que j'ai parlé de professionnels des médias, mais il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement journalistes. Il y a des blogueurs, il y a des podcasteurs dedans, il y a des youtubeurs, par exemple, tous ceux qu'on met dans créateurs de contenu, par exemple, qui sont dedans. Donc, en plus de cette formation, on aura la possibilité d'aller au contact des décideurs de l'Union africaine, ceux qui sont à 10 par exemple et qui mettent en place un certain nombre d'instruments pour les interroger, parce que aussi parfois les médias n'ont pas facilement accès à ces personnes-là pour pouvoir les interroger sur ce qui se fait sur le continent, au-delà des critiques qu'on peut avoir par rapport à l'Union africaine, etc. Évidemment, c'est une organisation qui doit continuer à s'améliorer comme toutes les autres organisations d'ailleurs. C'est qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des choses qui sont faites déjà, et parfois on n'a pas assez nous-mêmes, on n'a pas assez, on n'est pas au courant, on ne sait pas là où il faut aller chercher, on ne sait pas qu'il y a des éléments qui existent qu'on peut trouver pour pouvoir, en tant que journaliste, on ne peut que travailler sur des faits, sur des données qui existent, qu'on peut vérifier et qu'on peut utiliser pour évaluer ce que les politiques nous annoncent, parfois qui est faux, parfois qui est vrai. Et c'est notre travail en tant que journaliste aussi de faire cette vérification-là et parfois d'aller vers
les gens. Donc il y a cette forme de facilitation que nous allons avoir parce que chacun avait son projet de récit ou bien de création de documentaire, etc. aura besoin d'avoir accès à ces acteurs-là qui pourront donner des réponses, qui pourront faire des interviews, etc. D'accord, vous parliez de projets et justement parmi tous les boursiers, je crois, il y a une vidéo qu'on a avec la complicité de la régie et qui va un peu nous faire leur présentation et leurs idées. Et voilà, c'était une vidéo où les écrits étaient en anglais. Vous allez nous définir rapidement, mais je crois que le mot changement est beaucoup revenu. Pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, comme j'avais commencé à l'expliquer, l'objectif, en fait, c'est le constat duquel est parti ce programme, c'est que des perspectives africaines manquent souvent dans le traitement de l'information globale. Et donc, l'idée, c'est de changer, en fait, le narratif. La façon de faire. Voilà, la façon de faire, la façon de dire, de raconter les histoires africaines. Et donc, de permettre à des professionnels des médias ou des créateurs de contenu africains de changer le narratif autour du continent africain. Alors, il faut préciser qu'il ne s'agit pas, en fait, de peindre le continent tout beau, etc. Au contraire, c'est de pouvoir avoir la capacité en tant que personne vivant sur le continent qui affronte les réalités africaines, qui a une contextualisation assez ancrée sur le continent, de raconter un discours équilibré, de pouvoir dire ce qui va et ce qui ne va pas, mais vraiment avec un recul suffisamment local, avec un ancrage territorial, disons, authentique par rapport à d'autres contextes, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que parfois on est dans des guerres d'information, les gens donnent des contenus qui les arrangent, qui arrangent parfois la chancellerie, etc. Donc l'important, c'est ce changement de narratif-là qui doit venir de la part des Africains. Et vous en revenez, justement, c'était en Afrique du Sud, vous avez fait les 2 semaines, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, c'est 2 semaines en Afrique du Sud, c'est une première étape. D'accord. Voilà, donc c'était un voyage d'études qui rentre dans le cadre du programme, comme je l'ai dit, c'est sur 12 mois. Donc ça, c'était une première étape. Et plusieurs éléments, plusieurs choses qu'on a apprises sur ces deux semaines. D'abord, on a rencontré... on a visité, rencontré les acteurs qui font les organes de l'Union africaine qui sont en Afrique du Sud. Il y en a beaucoup, il y en a au moins 3. Donc, on a visité le NEPAD. Donc, on a visité le NEPAD, ce qui se fait là-bas. Et on a visité le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, donc EPRP. On a visité ça. On a visité le Parlement panafricain et on a visité également
l'African Risk Capacity. Donc, c'est un instrument de l'Union africaine qui vise à prévenir les risques de catastrophes naturelles et à aider les pays à les prévenir par rapport à un certain nombre de choses. Donc, dans toutes ces institutions, on a eu des échanges directs avec les acteurs qui font le continent, et en fonction des centres d'intérêt de chaque boursier, il y a eu des échanges de contacts, il y a des prises de contact pour la suite de travaux. On a été formés, évidemment, on a eu des sessions de formation avec des mentors qui accompagnent chacun des boursiers. Et puis on a visité également, on a eu l'occasion de visiter des institutions sud-africaines comme les agences de développement des médias. On a visité le Parlement panafricain pour rencontrer les parlementaires, comment ils travaillent, etc. On a eu l'occasion également de voir un peu le paysage audiovisuel sud-africain. Donc, d'aller à la SABC, le groupe de médias publics sud-africains, mais on a aussi visité des médias privés comme CNBC, South Africa. Donc, voilà. Donc, ça a été 2 semaines très riche, très chargé, très intense. Le moins compliqué. Et on a eu aussi l'occasion de réseauter, de se rencontrer, de découvrir d'autres personnes. C'est intéressant, justement, quand on entend tout ça, hein, on a envie de se mettre dans la danse, de pousser un peu. Quel est, selon vous, l'intérêt, justement, de participer à ce genre de session et précisément à cette bourse de l'Union africaine? Je ne parlerai que de mon point de vue. D'accord. Et je pense que par rapport à ce que j'ai entendu d'autres personnes qui sont dans ce programme, ça peut résumer un peu ce dont il s'agit en termes d'intérêt. Pour moi, personnellement, l'intérêt est triple. D'abord, le réseautage. D'abord, le réseautage, parce que sans ça, je n'ai pas l'occasion d'être en contact avec ces personnes-là. Et je vous assure que, évidemment, on a dit 20 personnes sélectionnées sur 6 000. Plus de 6 000. Plus de 6 000 candidatures. C'est des gens vraiment brillants, qui ont des belles idées, qui font des choses extraordinaires, chacun dans son coin, des gens qui ont leurs médias, qui emploient des gens qui ont des podcasts, qui ont des milliers d'auditeurs, des gens qui sont des youtubeurs, qui ont des milliers d'abonnés, etc. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont qui ont été des moindres, donc c'est des personnes qui vous permettent de grandir aussi dans l'esprit, dans la façon de travailler, dans la découverte de nouvelles choses. Et ça, par exemple, ça ne peut que vous enrichir. Donc c'est un premier intérêt. Et après, quand vous rencontrez ces gens-là, une fois vous réalisez le contact et vous restez en contact pour le reste de votre existence, tant qu'il y a cet échange qui est régulier. Donc c'est une bonne chose. Après, comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. Tout à fait. Donc tout ce qu'on a appris de nouveau, les formations qui sont parfois certifiantes, donc c'est aussi un intérêt pour nous en tant que jeunes, en tant que professionnels qui veulent grandir, qui veulent se développer, d'avoir ce genre de renforcement de capacité. Et puis, enfin, évidemment, l'essentiel, c'est aussi la possibilité de faire partie de ce mouvement qui vise à changer le narratif autour du continent africain. Au-delà des chiffres que j'ai donnés en début en termes de faible présence de l'Afrique en ligne ou dans les contenus médiatiques liés à l'information. Vous voyez, par exemple, quand on est allé au Népal, on s'est rendu compte, en échangeant avec les personnes en charge de l'information au Népal, on s'est rendu compte que le Népal publie énormément de rapports chaque année et ils se rendent compte que les personnes qui consultent le plus les documents du NEPAD qui sont réalisés et publiés par l'agent des pays membres de l'Union africaine, c'est plus des gens du Nord global, comme on dit, du Global North. Donc, c'est des gens des États-Unis, de New York. Pas des Africains. C'est pas des Africains. Donc, c'est aussi un agent pour nous. Et pourtant, c'est dans ces documents-là qu'on retrouve les politiques publiques, qu'on retrouve les recommandations qu'on fait à nos États pour améliorer la gouvernance, la transparence, un certain nombre de choses qui ont des liens directs avec des problèmes qu'on rencontre au quotidien, comme l'emploi des jeunes, comme le chômage, comme le droit des femmes, comme la transparence budgétaire, etc. etc. Donc, c'est aussi
une occasion pour nous de prendre conscience de cela. Et d'œuvrer à ça. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez été sélectionné. Maurice, vous le disiez, les candidats sélectionnés, j'imagine quand même, par l'Union africaine, vous avez parlé de NEPAD, tout ça. Il faut être vraiment brillant. Vous avez commencé par le dire. Si vous y êtes, c'est que vous êtes brillant. Je sais d'ailleurs que vous êtes brillant, mais je suis curieuse de savoir quel est ce projet que vous avez et qui a quand même contribué à votre participation. Vous voulez bien le partager avec nous? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, de toute façon c'est public. D'accord. Vous savez, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour les ICT, pour les TIC, donc technologie de l'information. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, donc vous savez très bien. Et avant de devenir journaliste, j'étais d'abord blogueur. Et j'écrivais sur ces sujets-là, évidemment, tout ce qui concerne l'innovation qui permet de changer des vies. Donc, je l'ai même dit ici, sur ce plateau hier. Et donc, lorsque moi j'ai commencé à bloguer en 2008-2009, après en 2015, avec d'autres camarades, on a créé l'association des blogueurs du Bénin que j'ai eu l'honneur, le privilège de présider pendant les 4 premières années de l'existence de l'association. Aujourd'hui, l'association continue sa vie. Je ne suis plus président, évidemment. Et pendant cette période, moi j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est innovation technologique qui améliore la gouvernance, la démocratie, etc. Que ce soit les processus électoraux, que ce soit le suivi des promesses de campagne d'un chef d'État élu, etc. Donc je suis resté dans cette droite ligne. Et évidemment, parmi les sujets que l'Union africaine a suggéré que les journalistes traitent, il y avait à la fois démocratie et bonne gouvernance et transformation digitale de l'Afrique. Tout à fait. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ok, je vais faire un sujet, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, un documentaire, un podcast ou bien autre chose, qui raconte la façon dont les Africains se saisissent de la technologie numérique éventuellement pour améliorer la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent. Aujourd'hui, tout ça se résume parfois dans les choses qu'on appelle les civic tech. Et il y a de très beaux exemples sur le continent qui fonctionnent très bien. Si vous allez, par exemple, au Kenya, par exemple, ils ont créé cette innovation qu'on appelle Ushahidi, qui permet, par exemple, de suivre les processus électoraux point par point, étape par étape, sans de vote, pour garantir la transparence du scrutin des processus électoraux. Au Mali, j'ai un ami qui a créé une application qu'on appelle Mon Élu, que vous pouvez installer sur votre téléphone portable intelligent et interagir directement avec les élus. Et aujourd'hui, on fait un peu la promotion de démocratie participative, d'embarquer les citoyens directement aussi dans la gouvernance des technologies qui permettent d'améliorer cela. Au Bénin aussi, on a des innovations. Il y a eu un projet que je connais un peu, qu'on appelle Cité.bj, qui a été mené par l'Association nationale des communes du Bénin, qui a permis à certaines communes de mettre en place des innovations qui améliorent la façon dont les citoyens participent à la gouvernance ici, c'est au niveau local. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Alors, très rapidement, pour finir, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Vous avez commencé à le dire, il y a la formation, il y aura beaucoup de travaux après. Oui, il y aura beaucoup de travaux. Chaque boursier va se concentrer sur la mise en œuvre de son projet, de son output, de ce qu'il va livrer comme récit. Et tout ça va se faire avec le suivi des mentors qui ont été aussi recrutés et qui accompagnent les boursiers. Après, on reste toujours en contact avec l'Union africaine. Il y aura sûrement d'autres sessions de formation en ligne, parfois aussi en présentiel. Et je pense que d'ici juin, peut-être août 2024, les histoires, les récits, les productions vont sortir et vont être publiées par l'Union africaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Maurice, d'être passé. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous sommes vraiment fiers de vous. Merci. Bravo. Et on continue de pousser plus loin, n'est-ce pas? En effet, il faut continuer à pousser. C'est très important. C'est le Bénin qui gagne. Absolument. Je vais vous raccompagner avec cette petite pause. Et juste après, on installe le forum de discussion.